Ça nous apparaissait pertinent en ce début d'année 2025 qu'on considère une année de transition vers ça fait plusieurs années qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la collaboration, puis on va en parler, mais on trouve qu'il y a une année charnière cette année suite à un projet de loi qui a été passé, projet de loi 62 qui a été adopté à l'Assemblée nationale, qui va permettre aux organismes publics dans le domaine au niveau provincial, du moins pour le moment, d'expérimenter avec des modes collaboratifs. Donc, je me présente, donc Patrick Vallerand, je suis président et associé principal chez Stratégia Conseil. J'ai laissé Arnaud se présenter dans 2 minutes, mais moi, j'ai longtemps participé à toutes sortes d'ateliers, animé des ateliers, gestion de projet. Je suis beaucoup plus dans le règlement des différends, qui fait partie quand même de la gestion de projet de façon générale dans des contrats de construction, dans des projets de construction. Je suis aussi certifié médiateur, donc on amène une saveur qui est, oui, facilitateur, mais aussi parfois à titre de médiateur. Donc, je vais laisser Arnaud te présenter pour ceux qui Bonjour. ne te connaissent pas. Je suppose qu'il y a quand même du monde qui ne me connaît pas encore. Bonjour à tous, donc Arnaud Rogier de Stratégia. Donc moi aussi, je suis un des associés de la firme, le vice-président, responsable du volet gestion de projet et spécialisé en fait dans la gestion de projet collaborative, les modes collaboratifs, en fait que je développe depuis le début de ma carrière, mais qui prend de l'ampleur de plus en plus là, dans je dirais, les 6-7 dernières années avec les orientations que prend l'industrie de la construction, avec les nouveaux modes collaboratifs qui viennent. Donc, voilà, je suis un des facilitateurs aussi, facilitateur PCI depuis maintenant, que je ne dise pas de bêtises, ça va faire 7 ans que j'ai développé cette expertise-là. Donc, on fait beaucoup d'ateliers. Je pense que j'en ai plus de 150 à mon actif, où je viens dans les équipes améliorer la communication, la collaboration, s'assurer que les gens se comprennent, se parlent. En bref, je fluidifie, je suis un facilitateur d'équipe. En gros, voilà pour moi. Fluidificateur. Fluidificateur, voilà, c'est ça. Ça se dit bien. Enchanté. C'est beau, merci Arnaud. Donc, la présentation, en fait, je récupère une présentation que j'ai faite au Conseil des infrastructures du Québec. Donc, ceux qui étaient là à l'automne dernier ont probablement vu. On l'a modifié légèrement pour évidemment adapter ça au fil du temps. Mais la présentation va se faire en 4 volets. Premièrement, on va parler de un peu l'industrie où elle est rendue. Il y a eu des choses qui ont été faites depuis 15 ans, je dirais, dans l'industrie, que ça a évolué pour ramener un semblant de collaboration dans l'industrie. Et ce que je dis, c'est que l'industrie, aujourd'hui, elle est mûre pour aller vers des modes collaboratifs. Ce n'est pas juste le projet de loi qui le permet. Pour permettre le projet de loi, il a fallu qu'il y ait des acteurs qui poussent pour ces modes-là aussi, puisqu'ils voyaient bien que c'était quelque chose qui permettrait de faire des meilleurs projets au Québec. Mais ça s'est fait tranquillement, pas vite au fil du temps, puis j'en parlais rapidement. On va parler des modes de réalisation sans aller dans trop de détails, parce que nous, les modes de réalisation, on peut les nommer, mettre des libellés dessus, mais je pense que l'industrie va transitionner vers des modes qu'on connaît déjà, les RPI de ce monde. Et puis on voit déjà là, que certaines organisations donneurs d'ouvrages ont expérimenté ou vont expérimenter avec des modes hybrides, si on peut dire, collaboratifs. Donc, on ne veut pas mettre de libellé, mais on va nommer quelques-uns qu'on connaît déjà aujourd'hui et la façon qui se passe. On va faire ça rapidement. Ensuite, on va parler des facilitateurs parce qu'au fil du temps, on a également au Québec, comme Arnaud le mentionnait, développé une expertise. Ça veut dire qu'avant, il y a 10 ans, ça n'existait pas un facilitateur d'équipe pour aider la communication et la collaboration. Là, on peut dire qu'aujourd'hui, on en a des facilitateurs qui ont cette expertise-là, qui sont en mesure d'accompagner les équipes dans la collaboration. Fait que ça, c'est déjà un plus dans l'industrie. On a développé cette expertise-là. Et la troisième chose, la dernière chose à la fin qu'on va discuter, c'est comment les organisations doivent se préparer et comment ils peuvent se préparer pour entamer ou embarquer dans les modes collaboratifs. Ce n'est pas toujours évident. Là, on ne peut pas passer d'un mode traditionnel puis se tourner la switch à on puis dire OK, on est en mode collaboratif. Ça prend certaines choses qu'il faut mettre en place et adapter notre façon d'être et même notre culture d'organisation qui va permettre d'être plus en mode collaboratif.
Alors, Arnaud, est-ce que c'est bon? J'ai-tu d'autres choses C'est parfait. Non, non, vous avez très bien introduit. Parfait. Donc, allons-y. Je vais juste m'assurer que ma slide marche. Donc, nous, moi, en tout cas, on pourrait revenir bien loin en arrière, là, mais la commission Charbonneau a quand même euh, je pense qu'on s'en allait un petit peu dans le mur avec l'industrie, la façon que ça allait. On voyait que les mots d'ordre dans les médias, c'était corruption, manque de confiance. Il y avait vraiment un clivage là, dans l'industrie par rapport aux différents acteurs. Il y avait peu de confiance. On était dans des modes traditionnels, évidemment, à cette époque-là. Je pense que ça a saisi l'industrie il y a 15 ans. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'on a tous cheminé, on a tous réfléchi à comment on veut voir évoluer notre industrie, l'industrie de la construction. Et depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises en place. Parfois, vous les connaissez, des fois non, mais je vais un peu les nommer. Projet 62, bien sûr, c'est peut-être le plus marquant à l'automne, hein. C'est un projet qui permet maintenant aux organisations, les donneurs d'ouvrages publics, du moins un nouveau provincial, de faire des projets à prix cible ou des prix avec des budgets estimés, plutôt que d'aller avec des prix fixes, là, avec des modes traditionnels. Donc, ça ouvre la porte à des modes alternatifs en mode collaboration. Donc, ça, c'est sûr que c'est marquant. Il y a eu dans les dernières années aussi des coalitions avec les entrepreneurs qui ont permis de faire un projet pilote avec un nouveau règlement bientôt qui va venir, qui va élargir, parce que c'est un projet pilote sur le règlement des différends par rapport au paiement. Il y a eu des gens qui sont devenus intervenants experts pour régler des litiges au fur et à mesure que le projet avançait lorsqu'il y avait des différends. Je le connais bien puisque j'en fais partie de ces intervenants experts qui agissent comme arbitre pour régler des différends dans l'industrie. Il y a eu aussi auparavant, suite après la pandémie, la SQ a mis de l'avant un partage de risque au niveau de l'inflation des coûts sur les matériaux. Donc, ils ont fait toute une méthodologie. C'est intéressant parce que c'était dans l'esprit de partage de risque. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils l'ont fait en collaboration avec l'industrie, avec les entrepreneurs, avec les associations d'entrepreneurs, sont arrivés avec une formule qui permet de mieux partager. C'est optionnel. En tout cas, bref, ils ont tous défini cette méthode-là. Ça a été fait en 2021-2022, donc c'était précurseur à la loi 62, mais on voit déjà qu'il y avait à ce moment-là, suite à la pandémie, une volonté de faire les choses différemment et de partager le risque, parce que dans les modes collaboratifs, on parle de partage de risque. On ne parle pas de transférer le risque, puis comment on peut transférer aux entrepreneurs le plus de risques possible. On parle surtout de comment on peut mieux partager le risque. Ça, c'est une notion très importante dans les modes collaboratifs. La notion du juste prix, ça a été discuté. On parle toujours du plus bas soumissionnaire, mais il y a une petite révolution qui s'est faite au niveau du Conseil du Trésor il y a quelques années qui permet pour les honoraires ou les contrats des professionnels plutôt que d'avoir un mode qui est d'analyse des soumissions, des offres de services des professionnels basé exclusivement sur la qualité ou exclusivement sur la formule K qu'on connaît bien, facteur K, ou simplement sur le prix. On a évolué, puis maintenant, le Conseil du Trésor permet d'évaluer les offres de services des professionnels basées sur le juste prix. Ça veut dire pas sur le plus bas prix, mais sur la partie du prix va être évaluée sur celui qui est le plus proche de la médiane. Donc, on est complètement dans un autre paradigme. Ça veut dire que le but des prix, quand on dépose un prix des honoraires professionnels, ce n'est pas d'aller chercher le plus bas prix, c'est d'aller cibler le prix le plus juste, donc le plus proche de la médiane. Donc, celui qui est le plus proche de la médiane a le maximum de prix pour le volet. Donc, vous voyez que c'est des petites mini-révolutions, mais c'est quand même important. Là. Puis cette méthode-là qui a été implantée par le Conseil du Trésor, à notre connaissance, ça ne s'est pas fait nulle part ailleurs dans le monde. Donc, c'est quand même assez innovateur. Et ça m'amène à mon dernier point, c'est que tout ça se fait dans un esprit d'innovation des modes de réalisation, mais aussi d'innovation par rapport à la façon qu'on veut réaliser nos projets, d'innover avec des nouvelles technologies, intégrer des notions de préfabrication. L'industrie est très basée sur une façon de faire les choses, basée beaucoup sur la main-d'œuvre. Mais là, on va intégrer des joueurs dans le processus de conception qui va permettre de faire des plans de vie différemment, qui va amener une innovation, des gains de productivité, on l'espère. C'est ça, les nouveaux modes collaboratifs, effectivement, ils laissent beaucoup place
à plus de créativité, plus d'innovation, parce qu'on va intégrer dans plusieurs modes, dont on va peut-être parler tout à l'heure. On va amener certains sous-traitants à la table lors de la conception. Donc, ça va permettre de générer cette innovation-là pendant la phase de conception qui, en fait, est la phase où le projet se dessine. Donc, si on permet d'avoir les gens qui construisent pendant cette phase-là, ben, ça peut nous aider à être plus créatifs, à trouver des solutions plus innovantes, moins dispendieuses, etc. Donc, c'est ce que permettent maintenant certains modes actuels. Et là, je parlais des notions de juste prix, mais le juste prix pour les honoraires professionnels, mais j'amène cette notion-là de juste prix parce que dans un mode collaboratif où il y a un prix cible, on est dans la notion du juste prix parce que les donneurs d'ouvrage et les entrepreneurs, les parties prenantes au projet vont définir ensemble le prix cible. Donc, on est dans la notion du juste prix plutôt que dans la notion du plus bas prix ou du plus bas soumissionnaire conforme et le plus bas prix. Merci Arnaud. Donc, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on passe quand même à travers très vite. Puis encore, si vous avez des questions, vous êtes dans le chat, vous pouvez les poser. Puis à la fin, vous allez avoir nos coordonnées. Fait que vous pouvez à tout moment par la suite, si vous voulez, nous contacter et nous poser des questions sur des sujets particuliers. Puis en même temps, si vous voulez qu'on approfondisse certains sujets dans des webinaires ultérieurs, là, on est très ouvert à vos suggestions, puis on pourra approfondir des sujets comme vous voulez. Donc, on s'attend que vous nous proposez des idées pour qu'on puisse partager ça ensemble. Donc, les modes de réalisation, j'ai trouvé cette citation-là, je trouve intéressant. C'est une étude qui avait été faite en Australie. Vous savez qu'il y a des pays du Commonwealth qui ont depuis longtemps expérimenté avec des modes collaboratifs. Donc, il y a eu des études qui ont été faites en Australie pour voir mais qu'est-ce que ça implique. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils définissent c'est quoi la collaboration. Donc, vous voyez que c'est distinctly collaborative and knowledge sharing, favor requiring teams members to behave. Donc, ça veut dire avoir un comportement qui est très différent que lorsqu'on travaille en mode traditionnel, qui est plus compétitif. On voit que c'est claim-oriented, donc c'est basé plus sur le mode traditionnel d'appel d'offres, design bid build, qui appelle en anglais. Donc, on est dans un changement de paradigme important. Et je pense que c'est ça la citation que je voulais faire ressortir ici. Là. Il ne faut pas juste dire que, OK, on décide d'aller en mode collaboratif puis on le fait. Il faut quand même y réfléchir puis de le faire de façon intelligente. Les principes de base des modes collaboratifs, c'est l'engagement de la part des parties, l'alignement des objectifs, les objectifs du projet. Donc, c'est d'aligner les objectifs de chacune des parties vers des objectifs communs du projet. On focus sur l'ensemble des parties prenantes, pas seulement sur certaines parties prenantes. Donc, on tient compte des enjeux de chacun. Plutôt que de prendre des enjeux dans le mode traditionnel, on tient compte beaucoup des enjeux du donneur d'ouvrage et on transfère un risque vers un entrepreneur pour l'exécution. Là, à ce moment-là, on tient compte des constructeurs, des fournisseurs qui vont faire partie de la réalisation. Il y a des prises de décision qui sont conjointes, puis je ne le dirai pas assez souvent, là, mais il y a aussi la confiance et le respect qui doit être une valeur fondamentale dans le processus. Et si ce n'est pas là, tout le reste va tomber à l'eau. Il faut qu'on ait confiance. Donc, là, on peut parler du facilitateur, mais le facilitateur, son rôle, c'est d'établir la confiance entre les parties prenantes. Donc, je vois qu'Arnaud dit oui, mais c'est vas-y. vraiment un aspect crucial. Une équipe, si on veut amener la collaboration, il faut être capable de tout discuter, des enjeux de chacune des parties. Alors, si on ne se fait pas confiance dans une équipe, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment un aspect qui peut-être être différent des anciens modes. Je vais appeler ça anciens modes, là, même si les modes traditionnels vont continuer. Là, donc, ce n'est pas des anciens, mais ou peut-être qu'il y avait des fois une certaine méfiance par rapport à un document d'appel d'offres qui était très prescriptif et puis on ne se permettait pas de tout questionner ou d'avoir cette confiance-là lors des rencontres. Là, dans le genre de mode collaboratif, où quand on veut amener cette collaboration-là, on n'a pas le choix de se faire confiance en tant qu'équipe, de discuter de tout dans un respect éventuel, pas éventuel, mais dans un respect évidemment de chacune des parties, mais c'est la base des principes. Là. Si on ne se fait pas confiance, ça part mal le processus collaboratif. Là.
Donc, il faut avoir, donc c'est fondamental, mais en même temps, il faut avoir toutes les autres aussi. L'engagement doit être là. Donc, on s'engage dans un projet, incluant le donneur d'ouvrage. Il ne faut pas se dire on se le fait imposer, on va en mode traditionnel. Il faut pleinement engager dans le processus Mhm. collaboratif. La Je ne gestion des sais conflits. pas, Oui, puis là, je vas-y. vais prendre juste 2 minutes. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais au niveau de l'engagement, c'est vraiment incroyable ce qu'on voit. Euh, je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de projets, j'imagine que oui, mais sur la plupart des projets, on a souvent des parties prenantes qui tournent, là, qui est un turnover assez impressionnant. Malheureusement, surtout dans le public, là, on le voit beaucoup que les parties prenantes roulent. Et je trouve que ça, c'est un petit frein à certains moments. Dans les projets collaboratifs que j'ai faits jusqu'à présent, les parties prenantes restent, sont engagées, c'est les mêmes du début à la fin. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce qu'on sent que ces projets-là, il y a un beau défi, on aime ça, on a confiance ensemble, et puis en même temps, on s'est donné un certain engagement, donc on reste jusqu'au bout, mais les parties prenantes ne changent pas. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est restent les mêmes beaucoup plus longtemps dans le Mm. processus. Donc, c'est plus, on va dire, c'est beaucoup plus plaisant. C'est plus, comme individu, comme humain, c'est plus plaisant d'être dans un mode collaboratif que d'être dans un mode conflictuel. Je pense que ça répond à ta question, à savoir pourquoi les gens s'engagent, parce qu'ils aiment ça. C'est plaisant C'est- de participer. Ils apprennent là-dedans, ils se développent comme personne, ils développent des liens avec les autres. Je pense que ça va avec la nature du mode. Vu qu'on veut collaborer, on a la confiance. L'idée aussi, ben, peut-être le facilitateur aussi joue là-dedans, là, ou le coach en collaboration, peu importe comment on lui donne son nom, euh, d'amener ce plaisir à travailler ensemble, puis qu'à chaque semaine, quand on se voit dans les big rooms ou quand on se voit dans les salles, on a tous envie d'y aller. Les équipes, les gens se déplacent de Montréal. Quand j'anime à Québec, les gens se déplacent de Montréal toutes les semaines, on les voit, sont là. Ils viennent pas en Teams, là, ils se déplacent. Là. Donc, on a du plaisir à être ensemble, on a ce plaisir-là à travailler. Je pense que c'est tout l'aspect de la collaboration. Mm. Mhm. Et les autres éléments, bien sûr, partage de risque, on en a parlé, et la transparence, bien sûr. Ça va avec la confiance et l'engagement. Il faut savoir que là, on va ouvrir nos livres, tout le monde va ouvrir son livre, on va être 100% transparent, on va parler des enjeux, il n'y a rien qui va pas être abordé dans le cadre de ces ateliers-là. Non, non, on discute même des clauses contractuelles, des risques, de la marge de profit de certaines personnes. C'est vraiment ouvert. Mhm. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de transition puis de changement. Il faut que les organisations soient prêtes à aller vers là parce qu'on s'entend que c'est complètement différent. Là. À l'époque, on ne partageait pas ces marges de profit, on ne partageait pas certains documents ou ratios qu'on jugeait confidentiels. Là, on met ça sur la table, puis on en jase ensemble, puis faut un changement de culture. Mhm. Donc, juste rapidement, PCI, les modes collaboratifs, mais dans les modes traditionnels, on a commencé, en tout cas la SQI a implanté depuis plusieurs années le processus de conception intégrée avec des facilitateurs. Donc, on est en mode traditionnel, mais on est quand même dans la collaboration. C'est ça un peu le but, là, c'est Exact. d'aller éviter tous les angles morts qu'il pourrait y avoir sur un projet, mieux répondre, faire un projet qui répond le mieux possible aux besoins du client. En fait, les PCI dans les modes plus traditionnels qui vont être la gérance ou le design, pas le design build, mais le mode traditionnel dans le sens où design build build, celui-là, c'est comme amener de la collaboration dans des modes un peu classiques, mais on vient quand même essayer de faire une transition tranquillement vers la collaboration. Donc, puis on va chercher quand même de l'efficacité intéressante. Ça fait des meilleurs projets, ce projet-là, effectivement. Puis après, bien évidemment, après, il y a des modes un peu plus collaboratifs où là, la nature des contrats sont rédigés pour nous forcer à collaborer, entre guillemets. Puis forcer, j'ai l'impression de dire que c'est une contrainte, mais c'est une belle chose, là, mais les contrats sont faits pour amener cette collaboration encore plus importante. Donc, le CCP, par exemple, conception, construction progressive, c'est un bel exemple sur lequel on participe sur plusieurs projets comme ça. Et c'est incroyable la collaboration que les équipes arrivent à amener avec ce genre de nouveaux modes. Mhm.
Et puis ça, on les nomme que ça, mais ce qu'on réalise dans l'industrie, c'est que chaque donneur d'ouvrage va trouver sa façon, lui, de trouver son mode collaboratif, contractuel, celui qui lui convient le mieux. Et ce qu'on remarque, ça dépend évidemment beaucoup du niveau de maturité aussi de l'organisation. Si on est dans une organisation qui n'a fait que du mode traditionnel depuis 30-40 ans, il faut faire une transition vers des modes collaboratifs, C'est beaucoup ça. plus collaboratifs. Donc, la SQI, on l'a vu, là, le CCP, c'est comme un mode hybride, si on peut dire d'une certaine façon. On voit que d'autres donneurs d'ouvrage aussi sont en train de regarder d'autres modes hybrides et l'adapter à leur organisation et leur façon de faire à l'interne. Exact. En fait, j'aurais tendance à dire que si vous avez toujours travaillé en traditionnel, peut-être allez-y progressivement, essayez un gérance, par exemple, qui déjà est un peu plus collaboratif. On peut avoir un niveau entrepreneur au niveau de la conception. On échange déjà sur certains principes. Faire une transition, le mode CC, conception-construction, est aussi un mode un peu collaboratif, mais plus côté entrepreneur et professionnel. Le client, il n'est pas intégré en tant que tel dans l'équipe, c'est comme une autre partie, donc on est en partie collaboratif avec des professionnels. Quand on rentre dans le conception-construction progressive, ben là, on a le client dans l'équipe quasi, donc c'est pas quasi, c'est dedans. Donc là, on est vraiment, on est tous ensemble. C'est différent. Dans le processus, exactement. Donc, oups. Cliquez aussi sur tous ceux qui font de la gestion de projet. Vous l'avez vu, cette courbe-là est un peu floue, désolé, mais l'idée, c'est de montrer la courbe là, des Dès efforts. Au l'effort. départ, traditionnellement, c'était toujours ça. Design, on met un peu d'effort, 15 de design pour les concepteurs. On fait de la conception détaillée, les plans de débit détaillés, puis là, les documents d'appel d'offres, puis après, on tombe en construction. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de faire bouger la courbe pour être beaucoup plus en amont, réfléchir vraiment à la façon de faire les projets, plus en amont. Fait que la courbe est décalée ben, pas juste un petit peu, là, de beaucoup. Ouais. Ben, l'objectif, c'est qu'on s'implique plus dès le départ, dès la phase de design, de prise des besoins pour bien comprendre le projet, pour qu'il s'oriente de la bonne façon du premier coup, plutôt que de concevoir des plans, les faire relire à certains points de contrôle, mettons, et pour se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait aligné comme il faut et devoir reprendre de la conception ou modifier des documents en construction. Donc, il n'y a rien de pire que, on s'entend qu'un changement sur du papier, c'est pas grand-chose. Un changement rendu en construction, ben, ça coûte pas mal plus cher. Puis un changement rendu quand le projet est livré parce qu'il ne répond pas aux besoins, ben, c'est encore pire. Donc, Mm. l'idée de cette approche, c'est de dire, ben, mettons autour de la table le plus de monde possible dès le début des projets pour être certain de livrer le bon projet du premier coup pour limiter les changements. Et puis qu'après, donc oui, c'est plus d'efforts au début, mais ça facilite tout le reste de la transition du projet. Mm. Donc, oui, si je descends ici, je vais te laisser Arnaud peut-être expliquer cette diapo. Je Ouais, sais que tu l'utilises beaucoup quand tu expliques aux gens pourquoi on ouais, est tous ensemble. Là. ouais, parfait. Ben, elle est pas de moi, cette diapo-là. Je pense d'ailleurs la référence est en bas, là, donc CFDD, effectivement. Mais moi, je l'aime beaucoup dans le sens où quand je fais des ateliers, on aime ça faire des ateliers multidisciplinaires, évidemment, parce qu'on n'a tout simplement pas tous la même vision, le même objectif dans un projet. Euh, et on est beaucoup plus performant. L'intelligence collective, elle est beaucoup plus là quand on a tous une vision différente. Donc, on veut les clients autour de la table qui ont une vision un peu plus générale. On peut avoir ici, si on parle d'une école, ben, des professeurs, les gens qui vont entretenir le bâtiment, les élèves. Si on parle d'un musée, on veut éventuellement des gens qui visitent des musées pour comprendre un peu l'expérience client. Parce qu'un élève, on s'entend ben, que l'école est coûtée cher, il s'en fout un petit peu, que l'école soit fonctionnelle. Lui, c'est peut-être son expérience qu'il veut voir. Le gars qui va entretenir le bâtiment, ben, lui, il veut que ça s'opère bien, il s'en fout un peu que ça coûte cher aussi, puis il s'en fout que les élèves, il aient du fun à venir dans l'école. Puis le professeur, il veut avoir toute la fonctionnalité pour enseigner comme il veut. Donc, on n'a pas tous la même vision, puis c'est normal et c'est logique. Et le fait d'avoir tout ce monde-là autour d'une table pour discuter, pour concevoir le projet, ben, ça fait qu'on a le moins d'angles morts possible. On voit bien le projet, on voit tout ce qu'on veut voir normalement.
et on conçoit, on conçoit le mieux en partant le projet. Donc, c'est ça l'objectif. On veut Et on pas. rallie aussi les parties prenantes autour d'une même vision, du même projet. Parce qu'on sait que les Exact. projets peuvent déraper quand une partie prenante n'a pas été impliquée. Puis là, elle dit, hey, moi, je voulais telle affaire, puis ça peut faire déraper un projet. Exact. Puis même si la décision ne va pas 100% dans le sens d'une des parties prenantes autour de la table, et au moins chacune des parties prenantes comprend pourquoi la décision est allée dans ce sens-là, est capable de l'expliquer, est capable de se rallier au groupe, puis de défendre son idée auprès de ses collègues éventuellement, parce qu'évidemment, on ne va pas inviter tous les professeurs au PCI, là, on va en sélectionner quelques-uns. Mais si en bâtissant une école, par exemple, ben, on a quelques professeurs, puis là, ils sont capables de défendre les idées qui ont été choisies en atelier auprès de leurs collègues, ben, on a un engagement de l'ensemble et puis on a beaucoup moins de freins en cours de projet de Par la l'équipe suite. par la suite. Ouais. Mhm, mhm. Donc, merci Arnaud. C'est très intéressant cette perspective-là. Là, je mentionnais tantôt les agents de changement, là, c'est au cours des dernières années, on parle de mode collaboratif, PCI, Arnaud il mentionne. On a des agents de changement, des gens qui ont voulu mettre de l'avant ces modes alternatifs, qui ont poussé pour faire des modes alternatifs en mode collaboratif. Mais il y a aussi des gens qui sont au cœur de cette transition-là, là, qui accompagne les équipes, dont les facilitateurs, dont Arnaud mentionne qu'il en a fait plus de 150. Moi, je les appelle des agents de changement. C'est des gens qui permettent de transitionner vers une équipe qu'on met ensemble, qui ont peut-être pas tout le monde se connaît, peut-être pas tout le monde a travaillé ensemble. Il y a peut-être même des conflits, des fois, entre des personnes, on est tous humains là-dedans, mais il y a les agents de changement, c'est les gens qui facilitent pour aller vers une collaboration qui est bien développée. Puis j'aimerais ça en parler. Donc, le rôle d'un facilitateur, c'est quoi? C'est d'améliorer la performance collaborative, évidemment. Puis tantôt, on va parler des indicateurs, puisqu'on a même développé au Québec des façons de mesurer la collaboration. Et on voit qu'on veut aussi changer la culture au sein du projet, mais qui peut aussi découler ou déteindre sur la culture de l'organisation. Si on a des gens qui sont vendus sur la collaboration, puis ont appris à développer des aptitudes de communication pour faciliter la collaboration, mais ça va déteindre aussi dans leurs organisations. Donc, on est en transition tranquillement pas vite, vers une culture collaborative. Le respect de la vision de chacun. C'est quand on parle, on n'est peut-être pas d'accord, mais quand on réalise que notre petit enjeu à nous, peut-être qu'il n'est pas si important que ça par rapport aux enjeux globaux d'un projet, mais là, on met en perspective on met en perspective nos propres enjeux puis notre propre vision du projet et on se rallie vers une vision qui est commune à tous. Jauger, je ne me souviens pas ce que je voulais dire pour Jauger, à moins qu'Arnaud, tu es un animé, mais il a l'aspect facilité et encourager aussi. Tu sais, le facilitateur, il n'est pas juste là pour dire Monsieur, c'est ton tour à parler, puis maintenant, non, tu sais, il va au-delà de ça. Peut-être, c'est quoi ton expérience, Arnaud, de ton côté, d'être un facilitateur? Moi, ce que je fais beaucoup dans les ateliers, c'est que, évidemment, les gens, je les écoute, je les vois aller. Il y a beaucoup de non-verbal. Moi, je me considère un excellent vulgarisateur. Je trouve que c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que des fois, les gens, ils ont les bonnes intentions, mais ils ne se comprennent pas toujours très bien. Euh, Puis je ne sais pas si c'est juste au Québec. Ma principale expérience est au Québec, donc c'est un peu difficile à voir ailleurs si ça marche comme ça. Mais des fois, j'ai l'impression que les professionnels ne se comprennent pas toujours. Ils n'ont pas exactement les mêmes termes. Et ça se voit dans le non-verbal. Et ça, c'est le rôle, à mon avis, d'un facilitateur quand il y a des gens qui échangent, qu'on voit qu'ils ne se sont pas compris, de le faire comprendre, soit au client, de le faire comprendre, soit puis moi, je l'amène toujours de manière humoristique. Je joue des fois un peu la personne un peu qui a pas compris. Donc, je demande de répéter comme si j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Puis j'intensifie le message pour que la personne comprenne bien ce qu'on veut dire. Mais ça, je trouve que c'est un des éléments clés, c'est la facilitation de dire, de bien comprendre, de vulgariser ce que les gens disent pour être sûr que tout le monde s'est compris à l'intérieur des rencontres. Ça, c'est vraiment un point super important. Évidemment, il faut laisser parler tout le monde. Donc, il n'y a pas de, faut pas que ces échanges-là en atelier PCI deviennent une tribune où on juge quelqu'un ou quoi. Donc, tout l'aspect de confiance, de respect, c'est ultra important pour moi.
Donc, si je vois que quelqu'un lève la voix ou que le ton, je vais calmer tout de suite la situation. Ce n'est pas du tout l'objectif de ces rencontres-là. Ces rencontres-là, c'est vraiment que tout le monde s'est compris, tout le monde puisse échanger. Donc, il n'y a personne qui peut dire de bêtises. On a tous le droit de dire des choses, même si ce n'est pas forcément pertinent, mais que ça sort un peu du contexte. C'est pas dramatique. L'idée de ça, c'est on veut que tout le monde se comprenne, on veut que tout le monde échange, que tout le monde puisse apporter ses points. Puis si tu n'as pas compris quelque chose, on va le réexpliquer, on va comprendre là-dessus. Donc, c'est vraiment mon rôle là-dedans. Puis l'idée dans un climat toujours d'humour, de confiance, que ce soit agréable, qu'on ait envie d'être là, puis qu'on ait envie de parler, puis qu'on n'ait pas envie de se dire, regarde, je ne donnerai pas mes idées parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je me fais juger. C'est ça, le rôle du facilitateur, c'est d'amener ce climat de confiance-là dans toutes les rencontres, dans toute la collab, puis même en dehors des rencontres, si on voit des échanges courriels qui ne sont pas forcément adéquats au niveau du respect ou au niveau de la façon dont c'est dit, mais moi, je me permets toujours d'intervenir pour dire, regarde, je comprends ton point, je comprends ce que tu voulais dire, la façon dont tu l'as adressé, selon moi, ça nuit euh, au climat de confiance et de collaboration. Euh, Bref, on ne devrait pas faire ce genre d'intervention en groupe. Fais-le en tout seul. Si tu veux que je sois là pour accompagner, ça va me faire plaisir. Euh, mais bref, tout l'aspect pour que l'engrenage de la collaboration reste là, c'est le rôle du facilitateur, à mon avis, et des coachs, évidemment, parce qu'on joue plusieurs rôles. On peut être coach ou facilitateur d'atelier, c'est des rôles assez différents. Mais quand même, c'est aussi le rôle du coach d'intégrer et d'enseigner toutes ces pratiques-là de communication. Toujours beaucoup sur la communication, effectivement. Oui, puis tu l'as dit tantôt, le jauger, ça m'est revenu après, mais c'est le non-verbal, c'est jauger les gens. C'est jauger comment ils perçoivent, est-ce ils s'impliquent, est-ce qu'ils ont peut-être des réticences? Souvent, tu l'as déjà fait, Arnaud, mais dire une personne qui ne parle pas pendant une demi-journée, tu vas le remarquer et tu vas intervenir. Tu vas dire, Oui. peut-être que la personne est timide, je ne sais pas, là, mais tu Ah, vas. puis peut-être qu'elle est dans une mauvaise journée aussi, c'est possible. Peut-être. Je veux dire, tout le monde est tous des êtres humains, ça se peut. Mais on veut juste s'assurer que cette personne-là, elle n'a pas un malaise ou par rapport à quelque chose qui est dit. Puis on veut percer, on crève les abcès, là. Le but, c'est qu'on soit tous, on a la même vision, on va dans le même sens, on rame tous ensemble, puis qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est dans son coin exclu, puis qui n'ose pas parler parce qu'il se sent mal dans l'équipe. C'est pas Hmm. l'objectif. Parfait. Est-ce possible de mesurer la collaboration? La réponse, elle est oui. Ça, c'est des indicateurs d'un atelier. C'est le but de CCP, Arnaud. C'est un des Ouais. projets sur lesquels tu as travaillé. Oui, ouais. C'est pour information, les indicateurs ont été développés, c'est par l'UQAM en collaboration avec la SQI. Donc, c'est un sondage qui est transféré après chaque atelier, soit bilatéraux, quand on est dans le cas d'un CCP, ou soit chaque atelier PCI. Le facilitateur a le rôle de faire remplir ce sondage par l'ensemble des participants. Et on mesure ici dans chacune des disciplines, est-ce que la communication était bonne, est-ce qu'il y a la confiance, est-ce que le leadership est là, est-ce qu'il y a la bonne gouvernance, bref. Fait que c'est le genre de choses qui est mesuré sur les ateliers. Là, c'est un exemple qui a été fait sur effectivement un CCP. Et puis, la slide d'après, on peut le voir, là, comme on se voit toutes les semaines, ben, on fait le sondage toutes les semaines. La cible, c'est d'avoir, on voit 4.2, c'est le minimum. Donc, tant qu'on est au-dessus de 4.2, on n'intervient pas. Il n'y a pas de choses à rectifier. Puis quand on est au-dessus, ben, comme là, ben, tout va bien, puis il n'y a aucun drapeau rouge. Donc là, on voit que sur quasiment un an, ben non, 25 août, 18, 19 avril, on est sur l'équivalent peut-être de 8 mois. Ben, on voit qu'on a maintenu la collaboration. Donc, je veux dire, c'est pas juste quelque chose qu'on fait une fois, la collaboration, on dit check, on l'a fait. C'est quelque chose qui se fait en permanence. Il faut toujours surveiller, toujours Il se s'assurer. maintient. Il faut le maintenir. Quand on voit que ça descend, il faut corriger, réagir. Euh, mais quand on voit qu'on a une bonne équipe, qu'ils appliquent bien les consignes de collab, qu'ils se respectent, qu'ils font confiance, ben, on voit des résultats comme on peut voir ici, où tout le monde est super satisfait, puis tout le monde revient aux ateliers, puis tout le monde est content. Mm, Donc, mm, mm, ça se mm. passe très, très bien. C'est impressionnant, Arnaud, parce que tu gardes quand même, on est dans la stratosphère des évaluations, puis tu le maintiens pendant 8 mois. Donc, même quand ça tombe un petit peu, on est toujours dans des scores assez élevés, là. Fait que les gens
ont aimé l'expérience. On le voit très bien par ce sondage-là qui s'est fait. Puis ça me surprend pas qu'il y ait des fois où la note elle est plus basse, dans le sens où des fois il y a des sujets plus difficiles à aborder quand on parle de certaines clauses contractuelles ou c'est sûr qu'il y a des tensions un peu dans les ateliers, c'est logique. Je veux dire, mais malgré tout, l'équipe considère qu'on collabore puis qu'on est dans d'essayer d'aller dans le bon sens. Puis donc, ça me Ouais, un surprend pas des fois d'avoir des notes un petit peu plus basses, c'est logique. peu plus bas, mais c'est pas si pire. C'est Tu pas si passes le pire. test, Arnaud. Comment les experts en collaboration perçoivent la dynamique d'équipe? Ça, je vais vous le mettre, là, je vais voir comment vous présenter ça. Quand on regarde, mettons moi je vais appeler ça mon Pac-Man, là, mais mon Pac-Man, il est là et c'est un individu. On peut voir que 3 individus. La collaboration, oui, c'est des individus, mais ce que voit l'expert en collaboration, c'est plutôt la dynamique. Oups, je vais mettre la dynamique entre les parties. Fait que là, lui, ce qu'il voit, c'est ce qui se crée entre les personnes. Ce n'est pas l'individu en tant que tel puis qui jase. C'est ce qu'on crée. On crée une intelligence collective qui nous permet de résoudre des problèmes, trouver des solutions, prendre des décisions collectivement. Donc, c'est ce que l'expert en collaboration perçoit. Il ne voit pas juste l'individu, mais plutôt la dynamique entre les parties prenantes qui participent au processus. Je trouvais ce petit diagramme-là assez révélateur. Euh, Puis la dernière partie, c'est l'attitude et les aptitudes. Donc, on a parlé des facilitateurs, on a parlé que les projets de loi permettent maintenant de faire. On sait qu'il y a des modes de réalisation qui sont en mode collaboratif. Maintenant, quelle en est des attitudes, des aptitudes des participants qui participent à ces ateliers-là? Parce que tout le monde a un rôle. Ce n'est pas tout dans la cour du facilitateur, même si le facilitateur permet ou le coach permet de développer ça. Donc, les participants, bien sûr, on parle d'écoute active de plus en plus. Donc, ça veut dire pas tout le temps parler, laisser l'autre parler. Quand il parle, vraiment être en mode écoute. Ça veut dire, évidemment, pas être sur son téléphone en train de chatter pendant que les gens partagent des choses. On veut être là, c'est l'écoute active. Puis l'écoute active va jusqu'à dire, mais est-ce que j'ai bien compris ce que tu dis? C'est telle affaire. Puis la personne va bien sûr dire oui ou non ou reformuler. Avec l'écoute active, c'est vraiment un échange d'informations pour avoir une compréhension commune, la capacité à gérer les émotions, parce qu'évidemment, c'est pas toujours, Arnaud le disait tantôt, c'est pas toujours facile. Il y a des sujets qui sont plus difficiles. Il faut savoir les gérer, ces émotions-là. Il faut avoir de la patience parce que c'est un processus qui est beaucoup plus long. Là. Si on s'attend d'aller dans une rencontre, tout se règle en une demi-heure, ce n'est pas le cas. Il y a des ateliers qui durent des demi-journées, des journées au complètes. Il faut prendre le temps de laisser chacun parler. Il faut avoir un minimum de patience dans ce processus-là et une volonté de compromis. Donc, on arrive avec cette posture là, comme individu quand on est dans ce processus-là. Compétences en résolution des problèmes, donc être capable de faire la part des choses, une ouverture d'esprit de façon générale, puis le respect, on en a parlé. Clarté, pouvoir s'exprimer clairement sur comment toi tu perçois tes enjeux. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres à le faire. Mais c'est important parce que si on parle de communication, il faut que tu sois capable de verbaliser toi-même Mhm. tes propres enjeux de façon claire, qui n'est pas Fait qu'en toujours gros, le cas. en gros, si j'avais un conseil à vous donner, c'est que si vous voulez amener de la collaboration, sélectionnez bien vos équipes, les joueurs en fonction, si vous êtes client, que vous recrutez des professionnels, puis que vous voulez amener de la collaboration, assurez-vous qu'ils ont ces aptitudes-là. Parce que vous avez beau mettre un coach après, vous avez beau mettre un facilitateur, c'est sûr que ça va aider, mais si les aptitudes de base des personnes qui ont été recrutées, qui vont travailler sur le projet, sont pas là, ben, ça devient difficile. Donc, il Mm. faut vraiment que ça devienne des critères de sélection. Si c'est l'objectif d'aller dans des modes collaboratifs, il faut que ça devienne des critères de sélection de vos équipes. Euh, Puis la meilleure façon, c'est de s'assurer, entre autres, qu'il y ait des entrevues. Parce qu'on a beau écrire sur papier tout ce qu'on veut, passer des gens en entrevue, ça permet beaucoup plus de valider certains éléments d'écoute, euh, d'émotion éventuellement, de clarté d'expression. Faites des entrevues d'équipe, validez comment les gens interagissent entre eux. Est-ce qu'il y en a un qui est leader, boss, puis qui laisse personne parler? Est-ce que c'est fluide? Il y a plein de façons de s'assurer que l'équipe va bien travailler ensemble, va bien performer ensemble. Donc, bref,
S'il y a quelque chose à retenir, sélectionnez vos joueurs de la bonne façon pour aller dans des modes de ce type-là. Surtout qu'on veut faire que les projets, que les organisations qui vont vers des modes collaboratifs, on veut que ce soit des succès. Donc, on met toutes les chances de notre bord pour que ça marche. Si on ne choisit pas les bons joueurs, ça se peut que ça ne fonctionne pas bien, puis ça soit même un échec. Alors, il faut, mettons, si on veut réussir comme industrie pour évoluer vers ces modes-là, il faut mettre les bonnes personnes. Ensuite, donc, changement de la culture, mais là, ça va avec les individus. Donc, il y a un changement organisationnel qui est important. On parle d'alignement des orientations stratégiques. Puis j'ai parlé à des clients qui voyaient bien là, les orientations stratégiques de l'organisation n'allaient pas toujours avec l'esprit ou la notion des modes collaboratifs. Donc, il faut revoir un petit peu ça de son côté comme organisation, puis voir est-ce qu'on est vraiment aligné. Ça peut être, Arnaud disait, là, choisir les gens pour être dans une équipe collaborative, mais ça peut être même dans le recrutement au niveau de l'organisation. Est-ce que les personnes que vous recrutez dans votre organisation au fur et à mesure ont ces aptitudes-là à collaborer, si c'est ça vers ça vous voulez tendre? Donc, ça veut dire changer tes processus. Mais même quand en tant que client, le chargé de projet client qui va gérer l'équipe, il faut qu'il soit aligné dans cette même vision-là. Là. S'il gère son projet de la même façon qu'un mode traditionnel, ça ne fonctionne pas. C'est complètement un autre mode. Donc, il faut cette ouverture-là qui est quand même assez différente. Il faut qu'elle soit là. Il y a un peu de base là, de relations interpersonnelles qui doit être là. Donc, la gestion du changement, donc ça veut dire de la formation, de la conscientisation par rapport au mode, c'est quoi, à quoi on s'attend, une forme d'accompagnement aussi. Donc, on parlait tantôt des modes, des choix judicieux, avec ça, on se répète un petit peu. Donc, les défis qu'on voit en mode collaboratif, parce que je vois le temps passer, Arnaud, premièrement, c'est d'expérimenter là, tranquillement. C'est selon le niveau de maturité de l'organisation. Expérimenter. Tantôt, Arnaud disait, mettons qu'on parle d'un entrepreneur général qui veut se lancer dans des modes collaboratifs, puis il a fait que du mode traditionnel, mais il y a des façons de transitionner vers des modes collaboratifs, de faire des projets en mode gérance, par exemple, où on est impliqué comme entrepreneur dans la phase conception. Donc, on développe des aptitudes. Faire des modes aussi en design build, donc conception-construction, où on travaille avec des professionnels à développer des concepts, qui est différent de travailler contre les professionnels d'une certaine façon. Donc ça, il faut expérimenter et le faire de façon graduelle pour aller chercher cette expérience-là. C'est complètement une approche. Hein. Quand tu as dit aller contre les professionnels, c'est exactement cette approche-là qu'il faut complètement démolir. De dire que dans un mode collaboratif, c'est plus une équipe contre l'autre. Vraiment pas. On n'est plus dans un mode d'aller chercher des extras parce que c'est mal rédigé. On n'est pas dans cette approche-là du tout. Donc, il faut vraiment apprendre à travailler ensemble. Puis les erreurs, on les fait ensemble. Puis les solutions, on les trouve ensemble. C'est vraiment différent. Donc, il faut vraiment changer ce paradigme-là de dire si on travaille contre un client ou contre un professionnel. On n'est plus là du tout. Là. On ne le dit pas, on ne l'a pas dit, mais quand on arrive dans ces modes-là, on met de côté notre ego. Exact. Puis jusqu'à un certain point, on met aussi nos mauvaises expériences qu'on a vécues. Peut-être les gens qui sont dans l'industrie depuis 20 ans, ils ont sûrement eu des mauvaises, peut-être sûrement des bonnes expériences, mais sûrement aussi des mauvaises expériences. Il faut tout mettre ça de côté et puis faire un reset, dire OK, là, comment je fais pour aussi avoir confiance, faire confiance aux autres dans le processus, etc. Donc, prendre des actions collectivement, donc ce sont les défis. Ça veut dire qu'on n'est pas seul dans notre coin à prendre des décisions, on n'est pas l'ultime décideur. On le fait collectivement, identifier les contraintes qui empêchent l'innovation et prendre action. Là, si je monte à un autre niveau, c'est d'alléger la réglementation, mais on l'a vu avec le projet de loi 62. Ça, c'était fait un petit peu à l'époque où avant que le projet passe, mais il y a de la réglementation qui permet aux organisations d'aller vers des modes collaboratifs. Puis même dans la loi des cités et villes, présentement, ce n'est pas le cas. Alors, pour moi, je vois ça comme un défi. Il faut, pour aller vers des modes, s'assurer que tu as les innovations prévues dans les modes de réalisation. Donc, le but, c'est ça, justement, c'est d'aller chercher de l'innovation dans la façon qu'on conçoit, la façon qu'on va, la chaîne d'approvisionnement pour optimiser et réduire les coûts et aussi les délais de réalisation.
Et inclure dans le processus les intervenants clés de la construction, bien, ça, on l'a mentionné, ça ne veut pas dire juste l'entrepreneur général, ça peut être des sous-traitants clés, ça peut être des fournisseurs clés, ça peut être des experts dans des domaines particuliers au niveau de l'exécution des travaux, etc. Donc, ça, c'est parmi, il y en a sûrement plein de défis, là, mais c'en est quelques-uns. Et donc, ce qu'on veut, avec quoi on veut conclure, c'est qu'il faut transitionner vers un niveau de maturité collaborative des organisations. Puis là, je parle autant des professionnels, autant des donneurs d'ouvrage que des entrepreneurs, et même des entrepreneurs spécialisés qui sont des fois partie prenante importante du processus. Donc, c'est d'établir des plans de transition vers des modes traditionnels ou de la façon que l'organisation est développée vers des modes collaboratifs. Le mode, ça veut dire mettre de la formation en place, choisir ses ressources, etc. Être accompagné dans cette transition-là. On parlait tantôt, faire le choix des bons interlocuteurs, mais c'est toujours d'actualité, évidemment. Il faut choisir les bonnes personnes pour en faire des vrais succès. Et évidemment, la gestion du changement au sein des organisations dans cette transition-là. Donc, c'est vraiment de prendre la maturité. On parlait il y a plusieurs années de la maturité en gestion de projet, mais là, aujourd'hui, 20 ans plus tard, on parle de maturité en niveau collaboratif. C'est beaucoup plus axé, moins sur les processus de gestion, beaucoup plus sur l'humain. Et donc, en soi, c'est un paradigme, un changement de paradigme, on shift l'emphase sur les processus vers l'humain qui va participer au projet. Et on est dans une science qui est une science molle, on s'entend, là. Donc, c'est pas, des fois, c'est pas en écrivant tous les processus là, qu'on va arriver à la collaboration pour expérimenter. Il faut se faire confiance là-dedans. Alors, Arnaud, je ne sais pas si je sais que toi, tu dois y aller dans 4 minutes. Oui. Mais s'il y a des questions, je peux aussi rester encore quelques minutes. Sinon, je les prendrai évidemment par courriel et puis on y répondra. Là. Mais effectivement, je dois quitter là, dans quelques minutes. Fait que je reste encore 3 minutes, puis après, je quitterai. Là, je vois, il y a une main levée, parce qu'on a une rencontre qui est faite à l'interne aussi, Stratégia, puis je vois que PO, c'est PO qui a levé la main, j'imagine. PO qui est aussi facilitateur, comme Arnaud, sur différents dossiers. En fait, c'est Frédéric, votre associé, qui a une question. Parfait. Vas-y, Fred. Très, très belle présentation, messieurs. Vraiment. Moi, j'ai une question. Tantôt, Patrick, tu parlais de l'avenue du mode collaboratif qui a peut-être été la commission de charbonneau un déclencheur, là, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a la venue de ce mode collaboratif-là, est-ce que ça a été conditionné aussi quelque part par la surchauffe dans le marché de la construction? Est-ce qu'il y a une partie qui peut être due à ça? Oui, c'est sûr. Je pense que oui. C'est sûr. Tout ce qu'on vivait dans les dernières années, je pense que ça a accéléré ce processus-là. Parce que, écoutez, les contrats étaient de plus en plus blindés au niveau professionnel. On mettait de plus en plus de risques sur le dos des entrepreneurs. Donc, je pense qu'il y a une saturation qui s'est créée de ce côté-là. La surchauffe du marché a fait qu'il y avait beaucoup trop de risques par rapport au prix. On n'était pas certain du choix du prix des matériaux. Donc, ça aussi, ça a amené une certaine tension. Donc, il a fallu trouver des solutions. Et je pense que ça en fait partie de dire, regarde, on va partager les risques, on va travailler ensemble vers un prix cible. L'objectif, c'est de réaliser tel projet à l'intérieur de telle enveloppe budgétaire. Aide-nous à le faire. Puis, tout ça, je pense, qui est venu dans cet esprit-là de dire effectivement, il y a eu des contraintes qui ont été trop importantes dans les dernières années. Puis la soupape a débordé, je pense. Puis on a dit, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'on trouve des solutions pour continuer de travailler ensemble. Puis c'est des modes qui sont émergés de ça, j'ai l'impression, oui. Bien, ça a commencé avant la pandémie. C'est sûr, avant la grosse surchauffe, mais même avant la pandémie, vous en souvenez, il y avait quand même, l'industrie de la construction était quand même tendue. Il y avait une inflation, mais ça s'est accentué après la pandémie, ça c'est clair. Merci. Et là, il y a quelques questions. Là. Il y a une question qui se pose sur la retenir de soumission sur leur plus bas prix selon la médiane. Est-ce que ça amène un risque? C'est une grande question. Là. Je pourrais le répondre offline, mais
faut que je rappelle que ce mode-là, selon le mode médiane, c'était pour les services professionnels. Mais ça démontre quand même une volonté du gouvernement d'aller vers des modes différents, d'évaluer, dans ce cas-ci, les offres de services, pas juste sur le prix ou juste sur la qualité, mais trouver des façons hybrides. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des risques à ça. Et je pense qu'il y avait une autre personne là, qui mentionnait qu'en Europe, on s'en va, on élimine vers le plus bas soumissionnaire. On sait qu'il y a des façons d'évaluer les offres de services qui ne sont pas juste sur le plus bas prix. Québec, c'est encore le cas. Mais les modes collaboratifs, on s'entend qu'on n'est plus là. On établit le target price, le prix cible, ensemble. Donc, ça, le mode collaboratif amène cette notion-là qu'on n'est plus vers le plus bas prix. Moi, je vais vous laisser. Bonne journée à tous. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je pense que vous avez mon courriel ou n'hésitez pas à écrire dans la conversation. On va se permettre d'y répondre éventuellement. Puis s'il y a d'autres sujets par rapport à la collaboration qu'on voudrait adresser plus en détail dans de prochains webinaires, n'hésitez pas non plus. Aidez-nous à innover. On innovera pour vous. Ça va nous faire plaisir. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci Arnaud. Alors, merci à tous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer. On va essayer de les répondre. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci.